Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e webinaire Innovatome. Ce webinaire s'intitule « Quelles innovations pour faciliter les chantiers de démantèlement ?» Donc, je m'appelle Elsa Lemaître et je serai votre modératrice aujourd'hui. D'un point de vue technique, vous avez deux canaux sur la droite. Le canal chat qui vous permet d'échanger avec Thomas de la société Advent si vous avez des soucis techniques. Et puis le canal Q&R pour poser vos questions. Et sur ce canal, vous pouvez également liker les questions des autres participants. J'ai le plaisir de vous présenter Michael Pradel, responsable technique innovation au sein de la direction du démantèlement du CEA, et Mathieu Noé, Export Business Developer chez Cyclife Digital Solutions au sein du groupe EDF. Donc, ce webinaire est organisé par la SFEN Jeune Génération qui rassemble les étudiants et les jeunes professionnels de la SFEN, donc la Société française d'énergie nucléaire. La SFEN Jeune Génération a plusieurs activités au niveau international, national et en région. Et ces webinaires Innovatome ont pour but de faire connaître en particulier aux étudiants et aux jeunes professionnels les activités d'innovation d'acteurs de la filière nucléaire, mais également de rencontrer des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier et qui viennent en parler. Donc pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je suis adjointe au service de l'audit interne du CEA et impliquée dans la SFEN Jeune Génération depuis 2015 sur les activités d'innovation en particulier. Et cette année, en charge du pilotage des webinaires Innovatome. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires qui s'intitule « Les innovations techniques au service de la performance industrielle et de la maîtrise des risques ». Et le webinaire d'aujourd'hui a le thème « Quelles innovations pour faciliter les chantiers de démantèlement ?» Le démantèlement en France n'est pas une activité nouvelle. Il y a des opérations qui sont menées sur plusieurs sites depuis plus d'une vingtaine d'années. Je citerai notamment le projet Passage du CEA avec l'achèvement en 2012 du démantèlement de 5 installations nucléaires sur son centre Grenoble. Donc, il y avait 3 réacteurs de recherche, un laboratoire d'analyse et une installation de traitement d'effluents et de déchets. On peut aussi mentionner la déconstruction du réacteur de Superphénix et du réacteur de Chaux. Donc, Superphénix, qui est un surgénérateur à neutrons rapides avec le sodium comme caloporteur, et le réacteur Chaux, un réacteur de type REP. Et donc, pour ces 2 réacteurs, la déconstruction est bien avancée puisque l'étape d'ouverture de la cuve a déjà été franchie. On note tout de même que le démantèlement a évolué ces dernières années d'un statut d'activité plutôt secondaire à celui d'une activité industrielle à part entière et que ce domaine d'activité s'accroît avec l'arrêt à la fois de nouvelles installations et aussi la volonté d'enclencher le démantèlement d'installations aussitôt après leur arrêt. Les chantiers de démantèlement sont très exigeants, notamment par les difficultés de connaissance de l'état initial, l'omniprésence de... Okay. Donc, nous avons perdu Elsa. Ce que je vais vous proposer, c'est que Michael commence sa présentation. Et puis, nous allons régler ces soucis avec Elsa pendant ce temps-là. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais couper la vidéo en même temps pour éviter les problèmes de latence. Comme ça, au moins, vous m'entendrez, mais vous ne me verrez pas. Donc, bonjour, oui, je m'appelle Michael Pradel. Je travaille au sein de la direction du démantèlement du CEA. Je suis rattaché aujourd'hui au service des technologies pour les projets innovants pour l'assainissement et le démantèlement. Donc, pour commencer la présentation, quelques chiffres qui paraissent quand même assez importants. Donc, qu'est-ce que le démantèlement concrètement? On parle de démantèlement dès qu'une installation nucléaire est mise à l'arrêt définitif, en fait. Donc, on procède à son démantèlement, à son assainissement. Qu'est-ce que c'est? Donc, le démantèlement, ça consiste à démonter des équipements, à constituer des phases d'assainissement pour enlever l'essentiel de la radioactivité résiduelle. Bien entendu, tout ce qui est issu des opérations de démantèlement et d'assainissement engendre des déchets qui sont évacués vers des filières dédiées sous l'ajout, bien sûr, de l'ANDRA. En tant qu'exploitant nucléaire, le CEA est donc responsable du démantèlement de ces installations et de ces déchets. C'est la loi qui impose ça. Le CEA est aussi un acteur dans la recherche des techniques et des technologies qui sont utilisées pour mener à bien ces opérations. Alors, quelques chiffres clés. Grosso modo, le CEA aujourd'hui compte 36 installations à démanteler
ce qui correspond à un peu plus de 100 projets d'assainissement et démantèlement, ce qui est quand même conséquent. Une enveloppe budgétaire à environ de 740 millions d'euros est allouée pour toutes les opérations de démantèlement sur ces 100 projets. Cela concerne donc 1000 agents CEA, avec bien sûr des liens directs ou indirects. Et ces projets sont répartis donc sur 5 centres civils à Fontenay, à Saclay, Marcoule, Cadarache et Grenoble. Donc le CEA est à la fois exploitant nucléaire et opérateur de recherche et de développement, pardon. Donc c'est ce qui fait la spécificité du CEA, en fait, c'est qu'il y a une grande variété d'installations à démanteler. De type réacteur, accélérateur, laboratoire, usine du cycle de combustible, installation de traitement ou d'entreposage de déchets, etc. Ce qui implique donc que le démantèlement de chacune de ces installations est un cas particulier. Elsa le disait tout à l'heure, on a plutôt vocation donc à démanteler d'anciennes installations. Et donc, au fil de leur vie, elles ont dû être soumises à des évolutions, à des modifications, pour parfaire, bien sûr, la recherche sur le nucléaire de l'époque. Donc, tout ça amène à une grande diversité de données d'entrée, de périmètres différents. Et c'est donc un véritable challenge technique pour le CEA. Mais aussi, c'est un enjeu en termes de développement technique pour réitérer certaines opérations ou bien pour enrichir la connaissance en vue des futurs projets qui seront à mener. Donc, dans mon cas, j'ai eu la chance donc, de travailler sur un périmètre qui s'appelle aujourd'hui ISOS. Donc, c'est un périmètre qui s'est situé sur le site de Marcoule. Ce périmètre concerne donc de vieux entreposages que l'on appelle des casemates. Ce sont des hangars bétonnés. Il y en a environ 13. Dans ces hangars sont répartis environ 50 000 fûts de déchets anciens. Ce sont des fûts que l'on appelle des fûts de bitume, parce qu'avant, les matrices permettant de conditionner les déchets issus de différentes installations se servaient du bitume pour le faire. Et pendant les opérations donc, de bituminage de l'époque, il y avait des opérations aussi de nettoyage des procédés qui engendraient donc la constitution de fûts, ce qu'on appelle de relargage. Ce sont des fûts qui contiennent de la matière disséminante. Je recadre un petit peu le contexte. Ces ouvrages, pour certains, datent des années 60, d'autres pour la fin des années 80. L'enjeu pour le CEA, c'était de reprendre ces déchets historiques, de les reconditionner, de les emmener vers un nouvel entreposage intermédiaire polyvalent. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réglementation sur les structures d'entreposage a évolué au fil des années. Et aujourd'hui, étant donc un site plutôt ancien, on nous demande donc d'accroître la sûreté et la sécurité des installations, mais aussi des opérateurs. Ce projet a été initié en 2007 à peu près, et donc constitué à les reprendre ces fûts en casemate. Sauf que sur le papier, ça paraît simple à se dire on va chercher un fût, on le reconditionne et on le met dans un entreposage nouveau. Sauf que bien sûr, ces casemates sont anciennes. Les fûts utilisés de l'époque étaient en acier noir. Il y avait des enjeux bien sûr de production. Donc le temps se passant, certains fûts se sont dégradés et donc ont généré aussi de la matière labile au sein même de ces environnements. Pour débuter ces opérations de reprise, il avait été donc prévu que ce soit des opérateurs qui aillent chercher ces fûts. Donc ces fûts étaient repris par un opérateur à l'aide d'un chariot automoteur qui a été nucléarisé, c'est-à-dire qu'on y a mis une couche de plomb tout autour. Donc c'est 19 tonnes de plomb sur un Fenwick, je mets les guillemets quand je dis ça. Donc cette rascasse, vous la voyez à droite de l'écran. Donc c'est un engin très lourd, très imposant, à l'intérieur duquel il y a donc un opérateur. On se met 2 secondes à sa place, on comprend bien qu'on demande à l'opérateur d'aller dans un environnement irradiant, parce que les fûts, comme vous le voyez sur la présentation, présentent des débits de dose relativement élevés, et dans une ambiance fortement contaminée. Donc la réglementation et surtout la sécurité pour les opérateurs étant importante dans le cadre du nucléaire, cela demande donc des interventions plutôt courtes, quotidiennes, et malheureusement, tout projet a des impératifs de délai. Donc, le CEA s'est vu être mandaté pour réaliser un projet, donc, pour reprendre ces fûts en accroissant donc, la productivité des opérations de reprise et accroître également la sécurité des opérateurs de fait et la sûreté de l'installation. Quand un opérateur part récupérer un fût,
Donc, il rentre dans cette casemate et comme vous le voyez, les roues de la rascasse actuelle sont très imposantes. Il n'y a pas d'angle de giration vraiment opportun pour se mouvoir aisément. Et donc, ce chariot, de par sa masse et de par les roues, génère des phénomènes donc, de ripage, ce qui entraîne donc une dissémination de la contamination qu'il pouvait y avoir sur le sol des casemates vers les unités nouvelles, entre guillemets, sont des bâtis qui ont 20 ans, qui permet de faire le transfert vers les cellules de reconditionnement. Donc, déjà, on a un opérateur qui part en casemate. Donc, grosso modo, c'est 2 heures de production par jour, de par l'environnement et la sécurité à poser. Et quand on fait des campagnes de reprise, on est obligé donc de faire derrière des campagnes d'assainissement. À ce jour, elles étaient réalisées à l'aide d'autolaveuses, comme vous pouvez le voir sous la photo de la rascasse. Donc, c'est un opérateur qui est habillé en tenue ventilée et qui fait donc les opérations manuelles. Cela étant dit, donc, les objectifs du projet, c'était donc de limiter les contraintes d'exploitation, de par la gestion de la contamination, l'intervention humaine, et surtout anticiper les opérations. Donc, pour ça, ça passe par la connaissance de l'environnement. Il fallait, pour répondre aux engagements qu'on avait donnés auprès des autorités de sûreté, accroître les cadences de production. Et bien entendu, pour toute installation nucléaire, la sûreté étant au centre de tout projet et de toute installation, on se demande d'assurer et d'accroître, bien entendu, la sûreté et la sécurité des installations. Donc pour ça, le projet RCDB, donc c'est les reprises et conditionnements de fûts bitume, a mis en place une stratégie évolutive intégrant le développement d'engins téléopérés pour faciliter l'exploitation de l'installation, pérenniser les opérations de reprise en casemate, accroître bien évidemment donc, les temps de reprise, les temps opérationnels, et tout en favorisant l'acquisition de la connaissance de l'état des fûts. En ce sens, quelle a été la démarche qui a été mise? Donc, on a les besoins identifiés, les objectifs fixés, un planning donné et une enveloppe budgétaire associé a permis donc de constituer les bases premières du projet. Mon job, ça avait été donc de travailler sur la modification de ces outils, c'est-à-dire éviter d'envoyer du personnel, donc des hommes, des opérateurs, dans cet environnement fortement contaminé et irradiant. Donc pour ça, on a pris du temps pour bien analyser le périmètre, capitaliser un maximum de données d'entrée, donc c'est par à la fois les recherches historiques, la connaissance de l'exploitant, mais aussi par des campagnes de prélèvement de matière pour connaître l'environnement. Bien sûr, établir un pourtour de sûreté qui est essentiel pour toute démarche dans le démantèlement nucléaire, fixer les objectifs techniques et pour aboutir à toute réalisation, bien entendu, chaque projet a besoin de mettre en place une stratégie contractuelle, donc suivre des contrats. Tout ça étant dit, on a donc travaillé sur des analyses fonctionnelles qui ont été partagées avec l'exploitant. J'insiste sur ce point-là. Dans le démantèlement nucléaire, il est important d'avoir la connaissance des gens qui œuvrent sur les installations en démantèlement. Et on ne se voyait pas rester dans notre petite coquille et imaginer le futur sans leur vision. Donc pour ça, ça nous a permis d'établir des lots de fonctions de service, c'est-à-dire ceux que l'on cherche à atteindre, et des fonctions de contraintes qui sont donc liées directement à l'environnement, c'est-à-dire au risque sur sécurité et sûreté de l'installation. On a établi également des gammes de SLI-SDF, c'est-à-dire soutien logistique intégré, sûreté de fonctionnement. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons donc des jalons à tenir, c'est-à-dire, à titre arbitraire, par exemple, on nous demande de vider la totalité des casemates à l'horizon de 2050. Pour cela, comme une entreprise agroalimentaire, on va essayer d'établir des gammes de production, c'est-à-dire des temps effectifs opérationnels et des temps d'arrêt pour s'occuper de la maintenance des équipements. Là-dessus, on a décidé donc de lancer une stratégie sur concours d'études, c'est-à-dire qu'on a fait 2 cahiers des charges plutôt copieux, avec des analyses fonctionnelles, des données d'entrée, des descriptifs, tout ce que je viens de vous citer au préalable. Mais étant donné que l'environnement était particulier et que la technologie à déployer n'était pas forcément figée, on s'est dit qu'il était intéressant de lancer un concours d'études au titre de la réponse à l'appel d'offres. Et tout compte fait, on a bien fait, parce que c'est en échangeant avec les industriels, suite à des soutenances, etc., qu'on a pu donc faire un dépouillement et donc choisir Bouygues Construction comme
titulaire de marché pour nous accompagner dans la démarche d'accroissement de la production et de la sûreté sur le périmètre. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, c'était sur ce slide-là, pardon. Donc, le premier robot, c'est le Gobi, c'est-à-dire qu'on voulait lancer un projet qui n'avait pas d'impact réel sur les reprises de fûts, car c'est quand même l'objectif prioritaire, et on a voulu lancer un premier sujet à taille humaine. Donc, on s'est concentré sur les étapes d'assainissement de la zone. Donc, de là est né le projet Gobi. Donc, c'est un aspirateur téléopéré qui est donc, lui, sur des roues holonomes. Alors, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure que les rascasses, de par leur poids, la taille des roues entraînait donc des phénomènes de ripage et transportait la contamination dans des zones où on n'en voulait pas de trop. Donc, l'avantage de cette techno, c'est que nous avons des demi-rouleaux libres. Et donc, il n'y a aucun ripage sur le sol, c'est-à-dire qu'on traîne beaucoup moins de matière en cours de production. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un engin donc, téléopéré, c'est-à-dire que le poste de pilotage est hors zone irradiante et tout est commandé à travers un réseau Wi-Fi. Donc, comment est construit le Gobi? Donc, déjà, sur 4 roues holonomes. Au centre du Gobi, en partie basse, il y a un caisson. Donc, c'est un caisson électronique dans lequel nous allons avoir toute l'énergie embarquée. Donc, les batteries super lithium fer phosphate. Pourquoi ce choix? Parce que, bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, la sûreté est importante et l'un des enjeux de la sûreté sont les risques d'explosion et d'incendie. Donc, ce type de technologie de batterie permet de ne pas avoir de dégagement de dihydrogène, ce qui est non négligeable aujourd'hui dans la téléopération. Là-dessus, bien sûr, en plus des batteries, il y a toute l'architecture informatique et gamme d'automates. Au-dessus duquel donc, nous avons développé avec Bouygues un aspirateur haute performance, c'est-à-dire que sur cet équipement, nous avons un aspirateur qui a un débit de 300 m3/h en termes d'aspiration. Il est muni de tout un système de caméras pour avoir la vision générale du périmètre, des visions un peu plus spécifiques sur la buse d'aspiration ou la rampe d'aspiration. Il est muni également d'un chariot qui permet de transporter les pots de colisage de ces matières pulvérulentes, pot sur lequel le CEA a déposé un brevet, car aujourd'hui, les déchets représentent un coût non négligeable dans la part des projets. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de réfléchir à optimiser la constitution de ces déchets pour essayer d'avoir des coûts associés les plus faibles possibles. Là-dessus, nous avons également toute une technologie de système de reconnaissance d'environnement, donc par des lidars. Alors là, aujourd'hui, c'est un garde-fou qu'on va appeler avec des capteurs ultrasons. Sur la murène, ça sera une bande de lidars. Bien entendu, comme il doit œuvrer dans des environnements irradiants, il a été durci, c'est-à-dire que tout le caisson électronique est protégé vis-à-vis des irradiations. Il est également équipé de tout un système d'extinction en cas de départ de feu. Et surtout, il nous offre quand même une autonomie qui est vraiment performante, car nous avons 6 heures d'autonomie en continu. C'est-à-dire que ça nous offre 6 heures par jour de production. C'est 6 heures d'autonomie pour à peu près 6 à 7 heures de charge. Donc le Gobi, lui, permet de connaître en temps réel la masse et le volume de remplissage de chacun des pots qu'il constitue, de mesurer donc en temps réel le débit de dose des colis qu'il remplit, de visualiser l'ensemble de l'environnement dans lequel il évolue, de rouler en limitant donc le transfert de la contamination, et il offre un très faible rayon de gyration, ce qui permet de se mouvoir vraiment dans des zones très exiguës. La sûreté a été intégrée dès la phase de définition, c'est-à-dire que nous avons un FOH, les risques incendie, les risques de dissémination de criticité. Toutes les parades face à ces risques-là ont été vraiment très bien traitées. Je vous propose, plutôt que de parler, surtout en visio, de vous présenter un petit film qui avait été fait donc, avec notre prestataire Bouygues, qui va vous présenter le Gobi. Thomas, je te laisse la main.
Michael, je te laisserai activer micro et caméra. Je vous disais, cette vidéo, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été réalisée pendant les phases de qualification de l'équipement. C'est-à-dire que, étant donné qu'on utilisait des technologies nouvelles et non éprouvées dans le cadre du nucléaire, le CEA a une volonté très forte pour assurer l'aboutissement de chacune des briques technologiques. Comme la vidéo vous l'a présenté et comme vous pouvez le concevoir, le Gobi, en fait, est un équipement qui peut être modulaire. C'est-à-dire que tout repose sur la base automotrice. Si demain, dès lors que l'on aura terminé les opérations de maintenance, nous voulons modifier le Gobi, c'est possible. C'est-à-dire que nous pouvons très bien retirer l'aspirateur et y mettre autre chose dessus. Il déploie également des relais sans fil, comme on peut mettre à la maison des répétiteurs Wi-Fi. Le Gobi fait exactement la même chose avec des petites balises. Le slide que je vous présente, il vous montre donc l'entrée du Gobi sur l'installation nucléaire. Donc, cette introduction a été faite en 2018. Suite à quoi nous avons fait tout un test, toute une batterie de tests complémentaires en actif. Et depuis cette année, il œuvre directement en casemate. Donc aujourd'hui, ces photos vous présentent cela, c'est-à-dire le Gobi qui évolue en casemate, et vous pouvez voir les performances que propose l'équipement. Typiquement, en bas à gauche, vous avez l'état des résidus qui sont présents sur le sol, avant passage et après passage du Gobi. Donc pour nous, ça a été une réussite. Dès lors que la qualification en usine a été assurée et vérifiée point par point, et dès lors que les essais en in situ ont permis de valider les performances attendues. Suite à ça, nous avons initié le projet Muren. Alors la Muren en substitution donc de la Rascas que je vous présentais en début de présentation. C'est-à-dire qu'on cherche la même chose, c'est-à-dire avoir un engin déporté et téléopéré qui se substitue à la présence d'un opérateur dans un équipement lourd et contraint de par ses dimensions, sa masse et sa faible visibilité dans l'environnement. Donc nous avons déroulé la même stratégie que pour le Gobi, c'est-à-dire nous avons défini tout un lot de fonctions de service, de contraintes partagées avec l'opérateur. Nous avons réalisé un concours d'études pour l'appel d'offres. Et surtout, on a essayé d'analyser une logique technique et d'exploitation entre Gobi et Muren. C'est-à-dire que nous avons refourni une nouvelle note ACLI-SDF, mais présentant un chaînage entre les deux engins. Nous avons également intégré le REX du Gobi, car si on enclenche un marché 2 ans après le marché Gobi, il était important pour le CEA, qui, rappelons-le quand même, a pour vocation de mettre en œuvre des technologies innovantes et d'être tenu à jour. On a voulu impérativement se servir du REX Gobi pour parfaire cet équipement-là. Et bien entendu, nous avons intégré la sûreté. J'insiste vraiment sur 3 aspects. C'est le partage des connaissances, l'analyse fonctionnelle qu'il faut faire, les discussions entre les exploitants et les gens de projet, la sûreté et surtout la qualification à toute étape du projet, c'est-à-dire en phase d'étude, en phase de conception, en phase de réalisation, en phase de recette et en phase d'intégration. Pour ça, on s'appuie sur une batterie d'experts qui sont au sein du CEA et nous avons bien sûr besoin de prestataires pour faire la réalisation. Donc sur ce sujet-là, c'est Bouygues également qui a gagné le marché. Et je vous propose de regarder donc le film de présentation Muren qui sera bien plus explicite que mes propos. Dans le cadre de la gestion des déchets historiques de Marcoule, le CEA a exprimé le besoin de réaliser la manutention de fûts radioactifs avec des moyens téléopérés innovants. Bouygues Construction Services Nucléaires a été choisi pour imaginer, concevoir, fabriquer et mettre en service, en collaboration avec les équipes du CEA, un robot taillé sur mesure. Ce robot a été baptisé Muren. La Muren est un engin de manutention de fûts téléopérés sans fil. Son bras télescopique permet de soulever des charges de 500 kg à plus de 4 mètres de hauteur. Elle pèse 11 tonnes, notamment du fait de son blindage qui permet de protéger ses composants électroniques de l'environnement radiologique.
Destinée à évoluer dans des casemates exigus plongés dans le noir, la murène est extrêmement agile du fait de ses dimensions. Relativement compacte, elle mesure 2 mètres de largeur sur 3,30 m de longueur. Équipée de 4 roues motrices holonomes, la murène est capable de se déplacer dans toutes les directions. Très maniable, elle peut facilement translater ou pivoter sur elle-même. Un système intelligent de lidar détecte tout obstacle et réalise l'arrêt de la machine à 40 cm de celui-ci. La murène embarque un système de batterie redondante d'une autonomie de plus de 8 heures. En fin d'exploitation, après avoir connecté la murène à son poste de charge, le pilote lance la recharge des batteries. La puissance hydraulique est fournie par 2 groupes utilisant comme fluide de l'eau potable. Cela permet de répondre à 2 besoins vis-à-vis de la sûreté. Ces groupes sont redondants et utilisent un fluide non inflammable. D'autre part, la murène est équipée de 2 systèmes incendie passifs utilisant du CO2 en protection des compartiments électroniques. La murène peut utiliser plusieurs outils, comme la pince à fût, capable de soulever jusqu'à 500 kg. D'autres outils interchangeables peuvent être adaptés. Ils sont installés en téléopération à la demande. Par exemple, cette pince à mort parallèle. Quel que soit l'outil, le niveau radiologique de l'objet manutentionné est mesuré grâce à un capteur situé à l'avant de la murène. L'opérateur de la murène bénéficie d'un poste de conduite ergonomique et de 8 écrans de visualisation retranscrivant les retours caméra, l'état de l'engin, sa position, l'état du réseau sans fil. En cas de panne, la murène est équipée de mode dégradé, sous forme d'interface embarquée, permettant, quoi qu'il arrive, la manœuvrabilité de tous ses organes. La redondance des systèmes de la murène concerne les émetteurs sans fil embarqués, les groupes hydrauliques, le système de batterie. Un fût relais équipé d'un répéteur de réseau sans fil permet, le cas échéant, d'augmenter le rayon d'action du robot. Un poste de conduite de proximité dédié à la maintenance permet également le pilotage des sous-ensembles de l'engin et le diagnostic. Tout le travail autour de Murène, comme pour son grand frère Gobi, ça a été le résultat d'un extraordinaire et d'un exemplaire travail de qualification. Tout a été pensé, prévu en termes d'essai pour que ce soit exemplaire et que ça fonctionne du premier coup. Donc cette démarche de qualification, pour moi, est essentielle dans la manière dont on a travaillé avec Bouygues. On a des chantiers au CEA, un grand nombre de moutons à 5 pattes qui sont des chantiers pilotes sur lesquels on peut tester un certain nombre de technologies. Ces technologies, et la murène donc, est un de ces exemples, va servir de vitrine technologique, ou ce chantier va servir de vitrine technologique pour Bouygues, de manière à pouvoir aller conquérir des marchés à l'international. Et cet accompagnement des entreprises à l'international est aussi l'une des missions du CEA. Donc voilà pour la démarche. Donc quand vous regardez un petit peu, on se rend compte que Gobi et Murène sont quand même similaires. Hormis la fonctionnalité principale, on peut constater que les robots ont été fabriqués de la même façon, c'est-à-dire sur une base automotrice avec l'énergie embarquée, le système informatique associé, un type de roue holonome. Donc vous avez constaté que pour la Murène, le type de roue n'est pas tout à fait le même que celles qui sont mises en place sur le Gobi. Pourquoi? C'est vraiment une histoire de masse. Le Gobi, l'ordre de poids, c'est 1 tonne. La Murène, c'est 11 tonnes. Donc forcément, ça nous a demandé de travailler sur un renforcement de la structure. Quand je vois qu'il y a une question qui est posée, qui est: est-ce que vous avez identifié d'autres applications que celle pour laquelle le robot Gobi a été développé? Eh bien, l'exemple Murène en est, la Murène en est l'exemple en fait. C'est-à-dire que le CEA s'est approprié ses connaissances et a demandé à redimensionner un équipement en se basant sur les fonctions principales du Gobi. Pour demain, l'objectif qu'on est en train de mener donc, au sein du DTPI, c'est d'être capable de fournir une sorte de gamme produit, c'est-à-dire que
sur le Gobi, nous avons mis beaucoup d'électronique avec un système d'aspiration. Sur la Murène, nous avons mis de l'outillage entre guillemets rudimentaire qui est classique dans le TP, c'est-à-dire une centrale hydraulique avec un bras télescopique, mais tout ça implanté sur une technologie embarquée. Donc oui, les développements de demain seront utiles. Les programmes de démantèlement demandent leur lot d'investigations télévisuelles, d'investigations de mesures pour connaître l'état de contamination de certains périmètres, de travailler en hauteur, de travailler dans des environnements irradiants et obscurs. Et tout ça conduit forcément à la réalisation à un moment donné d'engins téléopérés. Et le CEA est donc propriétaire aujourd'hui de cette techno et on espère pouvoir la faire vivre et l'améliorer avec les années qui arrivent. Donc en conclusion de tout ça, je vois le temps qui passe, je vais quand même laisser du temps pour Mathieu. Ce qui est important de comprendre, c'est que avant de lancer un projet, il faut prendre le temps de bien comprendre son périmètre, de bien le cerner, d'anticiper les interfaces, que ce soit des interfaces contractuelles, des interfaces avec l'exploitant, des interfaces en termes de projet, des interfaces avec l'installation elle-même. Il faut toujours essayer de répondre à son juste besoin. Je pense que l'enjeu du démantèlement de demain, c'est bien ça, c'est être capable de poser les bonnes bases, d'identifier clairement les justes besoins et de se servir de ce que l'on a fait pour construire les technologies de demain. Bien entendu, la sûreté doit être intégrée à chaque instant. Et une démarche en travaillant sur de l'analyse fonctionnelle partagée, en intégrant le REX de l'opérateur, en intégrant des experts de tout horizon, ben, ça aboutit à une démarche de qualification sécurisante pour les projets et donc de nous fournir des produits sûrs, modulaires et modulables pour demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été suffisamment clair. Merci beaucoup, Michael. C'était très riche. Je propose de passer directement à la présentation de Mathieu. Oui, bien, bonjour, Mathieu Noé, Cyclife Digital Solutions. Je vais d'abord vous présenter un petit peu de notre entreprise, ce que l'on fait, puisque c'est un peu connu de tous, mais Cyclife pas forcément. Et ensuite, je vais vous présenter un logiciel de simulation et donc tout ce que l'on peut amener, puisque c'est le sujet aujourd'hui, comme nouvelle technologie dans le démantèlement nucléaire. Donc Cyclife, c'est une filiale du groupe EDF qui appartient à EDF DP2D, donc c'est la partie qui s'occupe de tout ce qui est démantèlement, les projets de démantèlement chez EDF. Cyclife, c'est une marque qui a été créée par EDF en fait pour aller sur les marchés de gestion des déchets nucléaires et du démantèlement à l'international et notamment en Europe. Donc vous avez au sein de Cyclife, donc c'est les trois premiers carrés bleus, Cyclife France, Angleterre, UK et Suède, qui sont en fait des usines de traitement de déchets. Donc Cyclife France, tout le monde le connaît, c'est Centraco, donc ex-Socodei. Et ensuite vous avez des ingénieries, donc Cyclife Engineering, qui est là pour tout ce qui est ingénierie, notamment en Europe. Graphitech, qui est de l'ingénierie, mais plus basée sur, qui a vocation à travailler sur le graphite, les démantèlements de graphite. Et ensuite, nous, Cyclife DS, donc Cyclife Digital Solutions, où on est là pour apporter justement des solutions numériques et de l'innovation pour soutenir, en fait, être transverse à toutes ces activités-là. Voilà. Ensuite, je ne sais pas comment on passe à la slide d'après. Ah ben voilà. Donc nous, nos domaines d'intervention, donc c'est pas ce qui vous concerne aujourd'hui, puisqu'on est plutôt sur le démantèlement, mais sachez que donc ce que je vais vous présenter est applicable à l'exploitation, la maintenance, le travaux neufs, etc. La différence, par exemple, pour nous, le démantèlement avec de la maintenance, c'est que si, donc ce qu'on voit au milieu, on a une vanne. Démanteler une vanne, c'est prendre l'enlever et de la mettre en déchet. Et la maintenance, c'est prendre la vanne et remplacer la vanne. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est une opération que l'on peut simuler avec des logiciels, notamment notre logiciel. Donc, notre logiciel qui s'appelle DEM+ for Nucléaire, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans tous les cas, je vais reprendre à zéro. C'est un outil d'aide à la décision et de simulation qui est basé sur les technologies de la 3D temps réel
Il permet en fait de simuler une intervention au sens large du terme. Quel que soit le type d'intervention, on peut le simuler et avoir en résultat les coûts, les délais, les déchets et la dose. En fonction de ces résultats-là, en fait, ce que l'on peut faire, c'est soit essayer d'optimiser selon un de ces quatre critères-là, stratégie d'intervention, ou bien essayer, grâce à un logiciel de simulation, des stratégies alternatives, notamment grâce à la 3D, et ensuite, en fonction des résultats qu'on a, essayer, encore une fois, d'optimiser cette stratégie alternative. Donc, Thomas, si tu peux me mettre la première vidéo, s'il te plaît, la sensitivity study. Je vais couper ma caméra comme ça, je vais gagner. Donc là, nous sommes, donc ça, c'est l'interface de notre logiciel. Donc, nous sommes directement dans notre logiciel d'M+. Ah, j'ai mis pause, voilà. Ce qu'on a là, en fait, c'est une cellule. Donc, on a intégré dans cette cellule-là des points chauds qui sont dans les cuves au fond, et on voit que la cartographie dosimétrique en 3D nous dit que nous sommes en zone jaune, et finalement, que l'on doit intervenir. La première chose à laquelle on pense, c'est une intervention avec un système robotisé. Vous avez en haut à droite le débit de dose en temps réel pris par l'avatar, en fonction de sa position par rapport aux sources. Et ensuite, vous avez accès pour chaque opération que vous faites de votre scénario. Donc, pour définir un scénario, pour nous, c'est une suite d'opérations, qu'elles soient en parallèle ou en série. C'est une suite d'opérations qui sont représentées ici par les rectangles que vous avez à gauche sur l'écran. Donc, le rectangle blanc ici, c'est une entrée de Matplotlib, et vous avez en haut à droite déjà des résultats en durée, en dose et en coût. Et si l'on passe au rectangle d'après, donc qui est l'opération de découpe, vous voyez qu'en bas à droite, vous avez maintenant des résultats en plus en termes de déchets. Vous avez ensuite accès à un reporting global. Donc, ce reporting, en haut à gauche, vous avez les résultats globaux de votre scénario, donc la suite d'opérations que vous avez faites. En haut à droite, la location des déchets par secteur. Donc, vous avez les différents secteurs ici qui sont configurables, puisque évidemment, nous travaillons dans plusieurs pays. Le nombre de conteneurs et le poids pour chacun de ces types de déchets. Et ensuite, vous avez en bas à gauche la dose collective. Donc, on voit ici, par exemple, Michael nous parlait de robots tout à l'heure. Par rapport à la maintenance robotique, ce qui est en bleu, c'est la personne qui fait la maintenance du robot, du système robotisé, qui va prendre plus de doses ici que le pilote qui lui est en orange, là, ou rose, qui est à distance. Donc, on voit très clairement la répartition de la dose collective dans l'équipe intervenante. Et ensuite, en bas à droite, vous avez l'allocation des coûts qui peuvent être pour les conteneurs, pour les outils, l'équipe, etc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de simulation, d'aide à la décision par de la simulation, pardon, et on peut essayer de trouver des stratégies alternatives. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici, dans cette démonstration-là, c'est essayer de trouver une stratégie alternative grâce à un simulateur. Donc, on revient dans notre cellule, et ce qu'on va faire, c'est que l'on va, autour de la cuve, ici, où on voit en zone orange, donc où il y a un thermosource qui est beaucoup plus actif que dans l'autre cuve, on va mettre des protections radiologiques. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître sur l'écran. On voit que la cartographie dosimétrique change. Et ensuite, on remplit cette cuve-là d'eau, qui est écran radiologique. Et on voit que finalement, on se retrouve en zone dite verte et qu'on va pouvoir aller au contact faire la série d'opérations. Donc, on revoit la même chose. Donc, l'avatar qui se déplace dans l'installation, on voit le débit de dose en temps réel. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir comparer ces deux stratégies d'intervention, l'une par rapport à l'autre, et voir finalement quelle est la meilleure selon les critères de sortie qui sont les coûts, les délais, les déchets et les doses. Alors, je laisse juste la vidéo, voilà. Alors, ce reporting est assez simple à lire au final, puisque vous avez en bleu la première stratégie, donc que je vous rappelle la stratégie avec le robot, et en orange la deuxième avec le scénario au contact. Au milieu de l'écran, on voit que les coûts et la durée, eh bien, effectivement, c'est avec un système robotisé, les coûts sont beaucoup plus élevés et la durée également d'intervention. Si on regarde en bas à gauche,
les déchets, on voit que l'on a plus de déchets sur la seconde stratégie. En fait, c'est lié aux effluents, donc l'eau que l'on a mis dans les cuves, et on voit que finalement, on a plus de déchets. Si on considère que la seconde stratégie est la meilleure stratégie, maintenant, comment l'optimiser? Eh bien, en fait, une des pistes, ce serait de jouer sur le pourcentage de remplissage de la cuve pour voir si l'on ne peut pas également modifier un petit peu ce critère de sortie qui est le déchet. Peut-être que c'est du résidu de fond de cuve et que 20 ou 30% de remplissage de la cuve suffisent largement et on pourrait optimiser notre scénario d'intervention en essayant de modifier le pourcentage de remplissage et de comparer ensuite les résultats de toutes ces stratégies-là. Voilà. Thomas, si tu veux bien revenir sur le PDF. Je te remercie. Donc, le nerf de la guerre, les données d'entrée, Elsa en a parlé, Michael en a parlé également. Effectivement, les données d'entrée, c'est quelque chose de très important. Il peut y avoir, notamment dans le démantèlement, soit du manque de données, donc qui donne lieu à finalement des investigations supplémentaires, si c'est possible. Il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des hypothèses qui peuvent être posées. Et en fait, l'intérêt d'un logiciel de simulation, finalement, c'est, quel qu'il soit, hein, c'est de pouvoir en fait poser des hypothèses, c'est-à-dire que si on n'est pas sûr de la radiologie, notamment les derniers relevés qu'on a, on peut, par exemple, voir l'impact que ça peut avoir sur le scénario dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, etc. Alors peut-être qu'il n'y a aucun impact, mais peut-être qu'il y a un gros impact et qu'il pourrait y avoir un arrêt de chantier si jamais, par exemple, cette donnée-là n'est pas consolidée avant intervention. Voilà, donc ces logiciels permettent de faire ça également. Et finalement, nous, les données d'entrée principales qu'il nous faut, en fait, c'est les données d'entrée, on va dire, génériques d'un projet de démantèlement. C'est l'inventaire physique, c'est-à-dire le poids, le type de matériaux, le volume, etc. Les données radiologiques. Et il nous faut en plus la maquette 3D, donc qui est en fait une donnée d'entrée dans notre logiciel. Et sur cette maquette 3D, en fait, on rajoute des données. Donc, on est sur des maquettes de type, on va dire, BIM, puisqu'elles embarquent des métadonnées. Et donc, le BIM, c'est normalement des métadonnées surtout liées au physique, donc poids, volume, matériaux, etc. Et là, on va rajouter en fait des données de coûts, des données de radiologie, etc., pour pouvoir en fait mener notre étude. Donc ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. Mais en fait, la partie immergée, c'est que il n'y a pas que la simulation, c'est-à-dire que des logiciels tels que DEM+, peuvent être utilisés pour être des référentiels numériques uniques. C'est-à-dire que vous pouvez, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs au sein du CEA, c'est mettre des données, toutes vos données physiques et radiologiques, faire un relevé, donc une bonne fois pour toutes vous relevez ces données-là, vous les insérez dans DEM+, elles sont maintenant liées à la maquette, et ces données-là vont suivre en fait la vie de la maquette. S'il y a de la maintenance, vous faites évoluer vos données dans cette maquette. Ces données-là sont toujours au même endroit, et au lieu de manipuler, on va dire, du fichier, donc du PDF, etc., là, on va manipuler de la donnée qui est dans une base de données. Ce qui permet également d'avoir, comme on sait que c'est à cet endroit-là qu'il y a la donnée, on sait que finalement, toutes les parties prenantes d'un projet peuvent aller à n'importe quel moment regarder cette donnée-là, et c'est la notion d'entreprise étendue et de collaboration, c'est-à-dire que vous avez un référentiel numérique, et c'est sur celui-là que la totalité des personnes embarquées dans le projet vont venir prendre les données. Je passe rapidement à quelques cas d'études qu'on a fait. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de commercial, mais vraiment une présentation d'outils innovants pour aider les projets de démantèlement. Et notamment, là, je vais vous montrer que finalement, il y a des choses que l'on peut faire grâce à des outils de simulation qui sont vraiment très intéressantes. Là, on est sous la zone sous échangeur à Bugey, et ce qu'on a fait, c'est que l'on a
on nous a demandé, il y avait une stratégie de référence et on nous a demandé de reproduire cette stratégie et d'ensuite essayer des stratégies alternatives. Donc ici, vous avez un tableau, lisez pas tout le tableau, hein, vous avez 18 scénarios et finalement des variantes de ces scénarios avec des stratégies par le haut, par le bas, en mettant telle tenue, en utilisant tel outil, etc. Et donc, nous, ce qui nous a permis de faire finalement 90 combinaisons de scénarios en 6 semaines. L'intérêt ici, c'est que notamment par rapport aux autorités, lorsque vous proposez un dossier de démantèlement, vous pouvez justifier que vous avez finalement suivi la piste de 90 scénarios différents avant de choisir le scénario que vous considérez comme optimal. Et vous pouvez justifier ces résultats grâce au calcul qu'il y a eu dans DEMPLUS, puisque vous pouvez tout exporter en format Excel, Word, MS Project, etc., etc. Et notamment des vidéos qui sont peut-être beaucoup plus simples à comprendre pour la stratégie d'intervention qu'un gros dossier. Voilà. Et donc finalement, le scénario de référence, on avait ces résultats-là en coût, en dose et en durée. On a tenté donc je vous fais pas les 90 combinaisons, vous inquiétez pas. On a tenté donc de mettre des protections radiologiques. Vous voyez ici que on gagne au niveau de la radio, mais bon, au niveau du coût et du temps, c'est quasi la même chose que le scénario de référence. Et ensuite, on a envoyé des systèmes robotisés. Donc, alors là, évidemment, au niveau du coût, on expose tout, mais au niveau de la sûreté, effectivement, là, on l'a amélioré énormément. Et puis finalement, et on voit là un des intérêts d'un logiciel de simulation avant de faire une intervention, c'est on a vérifié l'accessibilité de potence au sein de cet environnement assez contraint. Donc ça passait, et en plus de ça, il y avait de l'accessibilité physique et de la faisabilité d'opération. Et au lieu de finalement faire de la petite découpe in situ, le meilleur scénario alternatif a été de faire des grosses découpes, de les sortir avec ses potences et de faire la découpe en externe, les petites découpes en externe. Et là, il y a des gains significatifs qui sont autour de 20% en coût et en durée. Donc ça, c'est des résultats que l'on a régulièrement avec ce logiciel. Donc, c'est entre moins 17 et 22, on va dire, %. Donc, vous voyez, vous avez à peu près une moyenne de 19-20% de gains sur les coûts et la durée. Et on a diminué la dosimétrie de plus de moitié, donc moins 60%. Donc, on a diminué ce risque dosimétrique et on a amélioré la sûreté grâce à la simulation, et ça en 6 semaines, et en étudiant 90 scénarios différents. L'exemple suivant, c'est la tour de trempe de Socodéi, donc maintenant qui s'appelle Cyclic France. Le but était de découper cette tour en 80 tronçons, et pour chaque tronçon, en fait, c'était d'étudier le positionnement de l'opérateur pour effectuer les travaux. Donc, évidemment, et tout ça pour construire une EDP, un dossier pour la sûreté. On a fait cette étude-là et finalement, ça a été réalisé dans la vraie vie et on a un retour, c'est-à-dire qu'il y a 3% d'écart avec la dose que l'on a pu calculer pour ce dossier de sûreté. Donc, ce qui est pour nous d'excellents résultats. Et pour tout vous dire, en coût et en durée, on est en dessous de 10%, on était à 7% du réel. Voilà. Et ensuite, un dernier exemple, et cet exemple-là est là pour vous montrer l'intérêt d'un logiciel de simulation qui prend en compte la modification de l'environnement tout au long du projet, en fait, tout au long de l'intervention, et de vous montrer la différence entre un moteur de calcul de dose, on va dire, statique et dynamique. Donc là, on est ici à Cadarache, et vous avez en fait, vous voyez tous ces ronds là, c'est des fosses en fait où il y a des déchets. Il y a 6 fosses en tout, une qui est vide. Le but c'est de faire du reconditionnement de déchets. Donc au milieu de la slide en bas, vous voyez un petit bâtiment gris blanc là. Donc ça c'est le bâtiment où on fait du reconditionnement de déchets. Le but était de simuler la cinématique pour voir si l'accessibilité, la faisabilité était bonne. Donc on a pu mettre en avant certains points bloquants.
mais de valider aussi les résultats dosimétriques. Et ce qui n'avait pas été pris en compte au départ, c'était que les déchets reconditionnés que l'on mettait dans la fosse vide faisaient varier le débit de dose au fur et à mesure de l'intervention. Et c'est l'intérêt d'un moteur de calcul de dose, on va dire, dynamique. C'est-à-dire que pour faire une intervention, vous êtes obligé de déplacer votre avatar et il y a des calculs automatiques qui se font du débit de dose en temps réel, ce qui fait qu'on a pu voir qu'il y avait des variantes. La différence est bien là. Vous avez les moteurs de calcul de dose, on va dire statiques, donc MCMP, Tripoli, etc., qui vous permet à un instant T de calculer un débit de dose de manière très fine. Et vous avez ensuite les moteurs de calcul de dose dynamique, comme le nôtre, qui est basé sur Narmer. Donc le X02, c'est une brique technologique du CEA, qui calcule en dynamique le débit de dose en temps réel. Une dernière petite vidéo, si tu veux bien me la mettre, s'il te plaît, pour vous dire que finalement, là, je vous parle d'intervention dans le démantèlement, etc. Mais c'est pas obligé, que ce soit un énorme projet pour justifier l'utilisation d'outils de simulation. Il peut y avoir des projets, on va dire, simples et surtout vérifier certaines choses assez rapidement. Ici, vous avez par exemple, et donc l'intérêt aussi de cette vidéo, c'est que vous voyez comment on crée finalement les points chauds dans DEM+, comment on insère une maquette, etc. En fait, vous pouvez très bien faire une petite étude qui consiste à savoir quelle est l'activité maximale que je peux mettre dans un colis pour le transport, puisqu'il y a des réglementations qui disent que au contact, le débit de dose doit être maximum de temps à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Et donc, pour le transport, vous pouvez utiliser ce logiciel de simulation pour pouvoir valider l'activité maximale. Pour ça, on va définir, vous avez votre conteneur, 3 couches. En fait, c'est des écrans radiologiques finalement. Donc, le premier, c'est le tour du colis, donc, qui est fait en stainless steel, ça ne me revient pas, à l'acier, je crois. Ensuite, le deuxième qui est finalement du béton. Donc ça, c'est une deuxième protection radiologique. Et ensuite, vous avez le déchet en lui-même qui finalement est la source, mais en même temps un écran radiologique. Donc on va le définir comme écran radiologique et en même temps, on va définir un point chaud, un terme source à l'intérieur de ce déchet. Et donc, le déchet est fait d'une combinaison de béton et de ferraille. Et on va définir maintenant une source radiologique que l'on ne va pas mettre au centre de notre colis, mais qu'on va finalement répartir suivant les 3 axes, de manière à ce que, voilà, on va dire que ce soit un peu réparti dans tout le déchet. Et puis, on va ensuite, finalement, nous, un terme source dans notre logiciel, c'est pour nous une position, ici, YZ, donc là, ce qu'on vient juste de faire, une activité et l'isotope avec le spectre associé. Donc, on va faire pour la démonstration 1 Tbq d'activité. Donc, c'est un chiffre qui est rond, c'est très bien pour illustrer le propos. Et on va mettre du cobalt 60 à 100%. Voilà. Comme je le disais, les autorités disent maximum au contact et à 2 mètres pour le transport, le débit de dose doit être de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant des points de mesure au contact du conteneur et un autre point de mesure à 2 mètres. Et on va dire au logiciel, voici la mesure que l'on veut. Ça serait par rapport à un dossier de démantèlement, dire, eh ben voilà, ce qui est relevé, c'est ce débit de dose-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à DEM+, au moteur de calcul de dose, de calculer réellement par rapport à ce que l'on a créé comme terme source, etc., et de calculer, de voir la différence qu'il y a entre l'attendu et le calculé. Et donc, on voit ici que au contact, ça va, on n'a pas une énorme différence, mais par contre, à 2 mètres, on dépasse largement le débit de dose qui est autorisé, et donc une simple division de l'un par l'autre, on va voir finalement que l'activité maximale est de 254 gigabecquerels. Et maintenant, on va vérifier. On va juste simplement modifier le 1 Tbq par 254 gigabecquerels
pour l'activité du thermosource et vérifier si l'écart est autour de 0%. Et voilà, et donc du coup, on voit que l'écart est autour de 0%, et l'on connaît, donc cette étude a pris moins de 10 minutes sur notre logiciel, on connaît maintenant en moins de 10 minutes l'activité maximale qu'a notre colis, et on peut faire ça pour un colis, 2 colis pour le transport, pour du stockage intermédiaire, pour pouvoir le répartir sur l'aire de stockage, etc. En fait, à partir de là, eh bien, en fait, on peut modifier ensuite le périmètre d'étude, mais vous voyez que ça peut être une toute petite étude comme une énorme étude. Voilà. Elsa, si tu veux reprendre la parole. Oui, merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment très, très instructif et je trouve que tu as bien illustré les différentes variétés de types de scénarios que vous pouvez étudier. Il y a quelques questions qui sont posées. Peut-être pour commencer, Oui. quelle est la confiance que vous avez dans le logiciel? Et puis, pour compléter cette question, c'est quels sont en fait finalement le retour d'expérience que vous avez et les améliorations suite aux différentes prestations auprès des clients que vous améliorez votre logiciel? D'accord. Alors, par rapport au retour d'expérience, oui, on a beaucoup maintenant, on a quand même pas mal de références à notre actif. Pour tout vous dire, nos clients principaux sont le CEA et EDF, qui ont, en fait, ils ont commencé comme tout le monde. Avant d'acheter le logiciel, on demandait à une preuve de résultat, et donc on a fait pas mal d'études pour eux avant de les convaincre et qu'ils utilisent le logiciel et qu'ils nous commandent des études, en fait. Donc, on a un assez bon niveau de confiance du logiciel et notamment du moteur de calcul de dose dont on connaît les faiblesses et évidemment les qualités. Ensuite, au niveau de la concurrence pour ce genre de machine et de process au niveau mondial, eh bien, en fait, c'est là où est notre plus grande difficulté, c'est que nous n'avons pas de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évangélisation à faire et de preuves à faire sur ce que l'on apporte, puisque on n'a pas de concurrent direct. Il y a des concurrents indirects, dont le principal est Excel, puisque tout le monde dans le monde du démantèlement utilise Excel, donc c'est notre propre plus fort concurrent, on va dire. Et il y a ensuite tous ces logiciels qui font la dose d'un côté, qui font le calcul de coût d'un côté, qui font du planning, qui font voilà. Alors, mais tout en un, on va dire les 4 critères: coût, délai, déchet, dose, interdépendance. Je m'explique, ça n'existe pas. Interdépendance, ça veut dire que si vous touchez par exemple la durée, si vous arrivez à optimiser la durée d'intervention, obligatoirement ça va modifier le coût, puisque la durée est liée notamment aux équipes que vous utilisez, et les équipes ont un coût journalier, et ce coût journalier, si vous travaillez moins, vous touchez au coût. Voilà. Et si vous touchez donc à la durée, vous touchez également à l'exposition. Donc la dose collective diminue, etc., etc. Donc cette interdépendance, excusez-moi, des critères de sortie d'un plus est présente, et il n'y a pas de logiciel en concurrence directe. Et du coup, vous avez la volonté d'aller sur des marchés à l'international? Oui, c'est donc nous avons la même racine nominale avec Cyclife Holding, Cyclife, et Cyclife est une marque d'EDF qui a été créée. Donc avant on s'appelait Oreca Solutions, et lorsque nous avons intégré la sphère d'EDF, nous avons changé notre nom, et puisque nous sommes présents en France et à l'international. On est déjà présent en fait en France et à l'international, en Asie et en Europe. Et peut-être un petit mot, parce que ça n'arrive pas tout le temps que EDF, on va dire, s'agrandisse par l'agrandissement, en tout cas auprès d'une start-up. Comment ça s'est fait de manière synthétique et comment c'est vécu par les équipes de passer d'une start-up à l'intégration d'un plus grand groupe? L'intégration s'est fait assez simplement. Pour tout vous avouer, nous sommes donc une société on est basé à Bagnols-sur-Cèze, à côté de Marcoule, dans le sud de la France. En fait, ça n'a rien changé à notre quotidien, sauf peut-être
au niveau commercial, où il y a eu finalement une reconnaissance de la part des différentes ingénieries et des portes qui se sont ouvertes. Au lieu d'être une start-up qui doit faire ses preuves, la preuve avait été faite du fait de notre intégration et les gens étaient beaucoup plus ouverts à nous recevoir pour parler avec nous. Voilà le gros changement, on va dire, mais au niveau des équipes et de notre quotidien, ça n'a pratiquement rien changé. Je vois que Julien P. a posé une question sur des calculs de débit de dose sur un grand nombre de colis. Alors oui, la réponse est oui, on peut le faire. Les temps de calcul sont obligatoirement un petit peu plus longs. Là, pour vous illustrer le propos, le temps de calcul pour le conteneur, par exemple, là, on a mis un terme source. Il est de l'ordre de moins d'une minute, ça doit être dans les 30 secondes, même pas, que l'on calcule le débit de dose. Pour un grand nombre de colis et des zones d'entreposage, on peut très bien faire ça. On a également, alors là, c'est du service, donc c'est pas quelque chose c'est pas un logiciel que l'on développe et que l'on vend, c'est du service qu'on amène. Je dérive un peu sur ces zones d'entreposage parce qu'en fait, on a un service de gestion, d'études de gestion de flux puisque les déchets, c'est quand même aussi un petit peu le nerf de la guerre. Avec les données d'entrée, il y a les déchets aussi. Quand on fait du démantèlement, il faut d'abord presque savoir ce que vont devenir les déchets avant de réellement démanteler, parce qu'il ne faut pas non plus que les déchets que l'on génère étouffent finalement le système dans lequel on est. Et donc, nous, on a une offre des services sur de la gestion de flux. On utilise un logiciel de gestion de flux et on peut, et c'est là qui est intéressant, c'est visualiser la gestion des flux et lorsqu'il y a par exemple une zone d'entreposage, s'arrêter et faire un zoom avec notre logiciel, faire des calculs notamment de débit de dose parce qu'il n'y a pas que le flux déchets, il y a le flux humain et le flux de matériaux également. Et donc, on peut voir finalement s'il y a des protections radiologiques que l'on doit mettre en place grâce à la simulation sur ces zones d'entreposage, s'il y a du flux humain, donc s'il y a des gens qui passent, voilà. Et dire finalement l'activité maximale que je peux mettre à cet endroit, enfin, des colis, elle est de temps grâce à un logiciel de simulation. Et on peut aussi se dire, tiens, si je mets les plus irradiants au fond, enfin, les plus grosses activités au fond, quel est l'impact, etc., sur le flux, etc. Donc, on peut faire vraiment plusieurs types d'études. Et une fois que l'on est rassuré sur cette zone d'entreposage, on peut revenir à notre étude de flux et regarder, en fait, les goulots d'étranglement, etc. Voilà. C'est assez alors, donc, on a déjà 3 référence à notre actif de cette gestion de flux-là, notamment à chaud, qui est un environnement très, très contraint, et pour le compte de EDF et pour le CEA. Y a-t-il une autre question? Elsa, es-tu avec nous? On ne t'entend pas, Elsa. Je pense qu'il y a un souci de connexion. Ah, c'est possible. Du coup, au niveau des questions, j'ai l'impression qu'on les a vues. Calmer. Ah. Une question de ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous de quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Ah, ça, c'est Elsa qui pose la question aux intervenants. Tout à fait. Je vous en prie, Julien, pour la réponse. Donc voilà, je posais la question à la place d'Elsa, puisqu'elle a écrit, mais comme elle a des soucis de micro. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, donc la Sven demande ça, qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous finalement à quelqu'un qui hésite à la rejoindre pour l'inciter à franchir le pas et aller dans la filière nucléaire? Elsa, nous t'entendons. Oui. Du coup, Mathieu, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ah, c'est à moi de répondre. Je croyais que c'était aux gens de répondre. Non, c'est à moi. Dans la filière nucléaire. Bien, en fait, pour tout te dire, je suis informaticien, donc je ne travaille pas dans un domaine. Au départ, je suis informaticien. Maintenant, je suis du commerce international. Mais en tant qu'informaticien, on ne travaille pas dans un. Enfin, peut-être que je fais une généralité dans un domaine en particulier. Avant, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé dans l'automobile.
Et puis, en fait, je n'étais pas forcément regardant du domaine d'activité dans lequel je travaillais. Et Orica Solutions, donc à l'époque, qui est maintenant devenu Cyclive Digital Solutions, avait historiquement des clients majoritairement dans le nucléaire, mais pas avec vocation de rester dans cette industrie-là en particulier. Donc, on était ouvert au départ à toutes les industries. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, ça, c'est ce qui m'a amené dans la filière, c'est-à-dire le hasard. Et ensuite, que diriez-vous de quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Eh bien, n'hésitez pas. Je pense que, il faut être ouvert à tout. Et puis, il y a des choses très, très intéressantes dans le nucléaire et dans l'innovation, notamment. Moi, c'est le moteur, finalement, pour moi. C'est l'innovation. Et voilà, si vous êtes féru d'innovation, n'hésitez surtout pas à venir dans le nucléaire parce que y a une niche, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai eu des soucis de connexion. J'espère que c'était pas trop compliqué. En tout cas, merci Mathieu pour la présentation. C'était vraiment très, très riche et très concret. Je remercie à tous les participants d'être venus. On va lancer un petit quiz à votre égard concernant la façon dont vous avez connu le webinaire, etc.